Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast. Night Train au micro, on part ça. Gilbert Rozon a été acquitté d'agression sexuelle dans un procès qui a été largement médiatisé, une cause qui dure depuis 3-4 ans. Et évidemment, ce jugement-là, bien que surprenant, était quelque peu prévisible, malheureusement, et c'est de ça qu'on veut vous parler. Pourquoi c'était prévisible? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que dans le système de justice actuel, il y a une réalité qui est toujours présente, qui est celle que si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer les meilleurs avocats et vous avez de fortes chances d'être acquitté ou à tout le moins d'avoir une peine qui va être réduite. Money talks. OK? Un jugement est rendu suite à une démonstration à des plaidoiries. Ces plaidoiries-là sont faites par le procureur de la Couronne qui présente, dans le fond, l'argumentaire de la victime pour accuser, évidemment, dans ce cas-ci, Gilbert Rozon. Le procureur de la Couronne en question, c'était Maître Bruno Ménard. Et donc, une fois que le procureur de la Couronne a présenté les arguments de la victime, évidemment, les avocats de la défense vont prendre la relève et ils vont essayer de démontrer en quoi, dans le fond, la preuve est insuffisante et fait en sorte qu'il y ait un doute raisonnable, faisant en sorte d'innocenter leur client. Dans ce cas-ci, les deux avocats, parce que Gilbert Rozon n'avait pas un avocat, il en avait deux. Et il a pris les deux meilleurs à Montréal. C'est les deux avocats les plus réputés dans des causes de ce type-là en plus. Il y avait, autrement dit, les deux tanks, il y avait les deux navires amiral, les deux meilleurs, les deux top, là, des top notch, là, OK? Maître Isabelle Sherman et Pierre Poupard. Bon. Ils sont très connus dans le milieu juridique, je ramène dans le milieu juridique en général, pas juste à Montréal, OK? Il y a eu, dans le choix de ces deux avocats-là, il y a également eu l'intelligence de prendre une femme, pas juste un homme, Maître Isabelle Sherman. Donc, autrement dit, Gilbert Rozon, lui, là, il est arrivé au tribunal, comprends-tu? Il y avait un tank dans ses culottes, des bazookas, il y avait des grenades, il y avait des missiles Scud, il y avait tout ce qu'il pouvait pour tirer sur l'accusatrice, sur le procureur de la Couronne. Tandis que celle qui était la plaignante, Mme Annick Charette, elle avait un petit procureur de la Couronne, Bruno Ménard, qui manifestement a botché la job. Bon. Petite parenthèse. Quand vous avez une joute d'avocats comme ça, ben vous essayez d'avoir les meilleurs de votre bord. Or, quand vous accusez, ben vous prenez, puis il ne va pas beaucoup de sous, vous prenez le procureur de la Couronne, dans le fond. Et souvent, ceux qui sont procureurs, les avocats qui sont procureurs de la Couronne, c'est pas nécessairement les premiers de classe, parce qu'ils font pas beaucoup de sous comparé à ceux qui sont en pratique privée. C'est connu que les meilleurs avocats sont en pratique privée. Un, parce qu'ils ont le goût de le faire, ils ont le goût de partir leur affaire, puis d'être dans un gros bureau d'avocat, ou de partir à la limite leur propre étude, leur propre bureau d'avocat, mais aussi et surtout parce que c'est beaucoup plus payant. Hein? On parle de 300 000, 500 000 et beaucoup plus, 1 million et plus pour les avocats qui ont le plus de notoriété. Tandis que le petit procureur de la Couronne, c'est un fonctionnaire du gouvernement du Québec qui doit gagner 90 000 $, comprenez-vous? Puis qui fait du 8 à 5, comprenez-vous? Puis qui sort en courant en leggings, comprends-tu, faire son jogging, puis qui pense à son prochain voyage à Punta Cana, à Punta del Cayo ou à sa game de golf, tu sais. Fait que, tu sais, on n'est pas dans une joute là, entre deux gangs d'avocats, là, ils n'ont pas les mêmes munitions. Alors pour Mme Charette, qui était la plaignante, tu sais, c'est bien de valeur à dire, mais elle avait un procureur de la Couronne pour porter sa voix, puis pour défendre son point de vue, défendre son argumentaire. Fait que, autrement dit, elle n'était pas vraiment en voiture pour essayer de gagner. Tu sais, elle est arrivée sur la glace, elle n'avait même pas de patin d'un pied, là. OK? De l'autre bord, tu avais des Guy Lafleur, tu avais des Vincent D'Anfous, puis tu avais des Sidney Crosby, là. Fait que vous comprenez comme moi que tu peux pas avoir d'un côté avoir un joueur qui a de la misère à faire un team, comme tu qui est un chaudron, qui a même pas de patin d'un pied, puis avoir essayé de battre un Sidney Crosby. Ben c'est ça qui est arrivé. Ultimement, là, il a botché la job. OK, il a botché la job, pourquoi, là, Ménard? Parce qu'il n'est pas arrivé à démontrer des détails qui ont été repris par la suite par la défense.
Des détails qui sont importants. Parce que la vérité, souvent, est dans les détails. Et ce qui influence les jugements, c'est souvent des détails. Exemple, il ne s'est pas organisé, lui, pour skimmer quelque chose qui est solide. On a des détails. Exemple, il n'a pas été capable de dire voici ce que M. Roson portait comme vêtement le soir qui l'aurait agressé. Mme Charette. Deuxièmement, elle ne se rappelait pas non plus ce qu'il avait dit, là, trop. Tu sais, il y avait ça juste quelques petites bribes là, et rien d'autre, là, comme s'il y avait un blackout. Là. C'est sûr que ça fait 40 ans, là, mais tout de même. Tu sais, il y a quelques détails comme ça qui auraient dû être. Autrement dit, il aurait dû skimmer son affaire maintenant pour être capable de boucher les trous de quelques détails importants, sachant qu'ils influenceraient le jugement de la juge Mélanie Hébert et qu'il ferait pencher ça possiblement vers une culpabilité. OK? Et c'est dans les détails comme ça que tu arrives à éliminer ce qu'ils appellent le doute raisonnable. Un juge ne prendra pas de décision de culpabilité tant qu'il subsiste dans sa tête un doute qu'il qualifie de raisonnable. On va y revenir à ça. Mais la première chose qu'on voulait établir avec vous autres, c'est que Mme Charette puis Gilbert Rozon sont arrivés à la cour avec des munitions très différentes. D'un côté, Mme Charette avait un slingshot dans ses poches, tandis que l'autre avait un bazooka, puis il y avait des missiles Scud, comprends-tu, puis des mitraillettes. Alors, peut-on se surprendre du résultat? Non. Parce que, qu'on le veuille ou non, on le répète, l'argent est encore très important dans le système de justice. Quand tu en as, tu es capable de gagner. Quand tu n'en as pas, tu es à la merci du système, d'un système qui est très imparfait. OK? L'autre chose qu'il faut voir, c'est que Gilbert Rozon, écoutez, c'est clair que la juge n'a rien cru dans ce qu'il a dit. Elle n'a rien cru dans ce qu'il a dit. Mais elle aboutit en disant doute raisonnable. Écoutez, doute raisonnable. Il y a eu un bonhomme qui s'appelait Edgar Fruitier, c'est ça, qui a un peu le même genre de choses, mais là, c'est un gay, fait qu'il avait attaqué sexuellement des petits garçons il y a peut-être 50 ans. Il a été accusé. Il a été déclaré coupable. Il y en a un autre, là, on a regardé ça vitement, là, il a nommé Michel Brûlé, un autre bébé boomer, comprends-tu, magané dans le ciboulot, qui a fait un petit peu la même chose, agression sexuelle sur des dames. Il a été accusé. Lui aussi, ça faisait une quarantaine d'années, comme Rozon. Il y a peut-être autour de 50% des causes d'accusation pour agression sexuelle qui amènent à des condamnations. Donc, il y en a une sur deux. Fait que si t'as pas vraiment de ton côté les meilleurs avocats, t'as bien des chances de perdre. OK, c'est comme ça que ça marche. Les statistiques sont là pour le montrer. Fait que Mme Charette, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, là, actuellement, il y a un comité au niveau gouvernemental qui a livré des recommandations pour regarder justement les causes d'agression sexuelle, voir un petit peu comment ça fait qu'il n'y en a pas plus que ça qui sont accusés. Et il y a eu, je pense, 150 ou 180 recommandations, dont plusieurs vont être mises en vigueur. Le gouvernement agit là-dessus. Un des éléments qui est regardé là-dedans, c'est d'essayer de donner, dans le fond, quelques heures gratuites avec les meilleurs avocats à des victimes qui n'ont pas beaucoup de sous, pour leur permettre au moins de leur donner une petite chance, un peu plus de chance de gagner, dans le fond, sans tout dénaturer, dans le fond, le système de justice au complet. C'est que, donc, on peut avoir de l'espoir par rapport à ces éléments-là. Néanmoins, il reste que le résultat de ce jugement-là est vraiment honteux, est vraiment choquant. Gilbert Rozon est connu dans le milieu à Montréal, OK? C'était le king. C'était vraiment le parrain de l'industrie de l'humour. C'était le gars qui dirigeait l'industrie de l'humour. Si tu voulais percer dans ce domaine-là, ben, il fallait que tu sois dans la gang à Rozon. Si t'es une femme, ben, t'es encore plus à risque parce que là, souvent, ces gens-là demandent des petites faveurs physiques, sexuelles aux femmes. On ne se le cachera pas. C'est des gens qui sont un petit... Tu sais, veut dire, quand t'as du pouvoir, quand t'as de l'argent, quand t'as de la notoriété, ben, c'est ça que ça amène. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Les juges sont peut-être pas influencés par la notoriété, mais les juges ont affaire, quand ils ont affaire à quelqu'un qui a une notoriété publique qui date de 40 ans, puis qu'ils ont devant eux des avocats, les meilleurs avocats de pratique privée dans le domaine en question, vous comprendrez que, bon,
quand ces avocats-là disent qu'on pense qu'il y a un doute sérieux et que si vous accusiez notre client, ça causerait un préjudice dangereux, c'est le mot qu'ils ont utilisé, vous comprendrez que le juge est très attentif au choix des mots. Puis c'est bien de valeur, mais le petit procureur, le petit fonctionnaire, comprends-tu, avec ses habits noirs, là, puis sa chemise grise, là, puis son sourire de communiste, là, ben, il pèse plus lourd dans la balance à la fin, en bout de ligne, comprenez-vous. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans le jugement. Le juge a résumé, dans le fond, tout le jugement, sa pensée là-dessus. Elle montre clairement qu'elle ne croit pas vraiment à Roson, mais elle aboutit à un jugement qui est d'acquittement parce qu'il subsiste un doute raisonnable. Le mot doute raisonnable est quand même curieux parce que quand vous passez 2 heures à plaider comme juge, pas à plaider, mais à démontrer comme juge que vous ne croyez pas un bonhomme comme Roson, mais vous aboutissez à l'acquitter, ben vous montrez que la notion de doute raisonnable n'est pas crédible. N'est pas crédible. C'est une notion qui devrait être repensée, complètement revue. C'est bien évident que ça ne marche pas, là. Parce qu'il n'y a rien de raisonnable dans le fait de dire pendant 2 heures, la personne, j'y crois pas, mais en bout de ligne, ben peut-être qu'il subsiste un petit doute, là, que peut-être qu'il dirait la vérité. Ben, ça fait 2 heures, tu dis que c'est un menteur, invétéré, que c'est un croche. Tu sais, ben accuse-les. La juge a un peu manqué là-dedans, même si elle a sûrement fait l'exercice en toute honnêteté par rapport à sa conscience. Ça fait qu'en bout de ligne, ce qu'il faut espérer, c'est que le système soit révisé, le système soit revu pour permettre justement à des gens qui ont beaucoup moins de sous d'être capables d'avoir une défense qui est honnête, qui est juste et qui est surtout à la hauteur de celle de la défense, parce que sinon, dans le fond, la situation actuelle va perdurer. Money Talks.